Bonjour et bienvenue au deuxième webinaire Exoptober 2020. Exoptober étant un challenge de facilitation graphique au service de l'excellence opérationnelle. Merci pour votre présence. Nous sommes très heureux d'être avec vous. Après le lancement du challenge, voici désormais la mise en orbite d'Exoptober 2020. Nous sommes ensemble pour 1 heure et comptons sur votre participation active. Alors, voyons tout de suite comment participer, parce qu'on compte sur vous. Beaucoup d'entre vous étaient présents le 28 septembre pour le premier webinaire. Alors, on va faire vite sur nos règles de vie. Gardez bien vos caméras et vos micros coupés pendant tout le webinaire. Ça, c'est un principe de base. Et si vous n'avez pas le droit à la parole, vous avez quand même le droit d'utiliser votre clavier pour poser toutes vos questions dans le fil de conversation. N'hésitez pas à les poser tout au long du webinaire et dès à présent. Donc nous, on aime bien les petits cœurs, donc on va répondre en priorité aux questions les plus likées pendant le temps d'échange qui sera plutôt en fin de webinaire. Je vous rappelle aussi que ce webinaire est enregistré et le replay sera disponible dès demain. On vous enverra évidemment un lien. On va vous envoyer plein d'autres choses et notamment tout le support de ce webinaire. Donc, pas la peine de faire des captures sauvages d'écran. Vous aurez tout ce qu'il faut pour découvrir le webinaire, le relire. Ok, et sinon, il est aussi prévu un petit résumé express. On avait fait 7 minutes pour le premier, on va faire plus court pour le second. Enfin, dernière chose, vous allez avoir besoin à un moment ou à un autre d'une feuille blanche, et puis après au choix d'un stylo, un crayon, ce que vous voulez, mais gardez ça à portée de main, on va aussi dessiner. Hein. Alors, je crois qu'il est quand même temps que je présente rapidement la team Exoptober, certains n'ayant pas assisté au précédent webinaire et ne nous connaissant pas. Alors, tout d'abord, Laurent Létang. Bonjour, bonjour. Alors, Laurent, je crois qu'on ne te voit pas. En tout cas, moi, je ne te vois pas. Est-ce que vous voyez Laurent? Vous me voyez ou pas, non? Non, on n'a pas ta caméra d'activer, Laurent. Pourtant, normalement, elle l'est. Ça y est, on te voit, Laurent. C'est bon? Ah, c'est bon. D'accord. Ah oui, c'est parce qu'en fait, tant okay. que je suis en partage d'écran, vous ne me voyez pas. Excusez-moi. Bonjour, bonjour. Donc, Laurent, il est Black Belt, il est facilitateur graphique et il est embarqué à bord de la 2e saison d'Exoptober avec nous. Allez sur son blog, vraiment, Les Joyeux Gribouilleurs, vous découvrirez toutes ses créations et c'est super, vraiment. Ensuite, alors merci aux personnes qui nous rejoignent de bien couper leur micro. C'est maman. Bon, on a le droit d'utiliser le téléphonateur. Ouais. Alors ça, c'était pas prévu. On va couper. Mais non, mais moi, c'est exceptionnel. Hélène, nous vous entendons très bien. Au pire, tu veux peut-être voir en replay. Alors, Alice, tu dois avoir... Je vais essayer d'interpréter le micro d'Hélène. Ouais. Oui, je pense que vous pouvez. Pendant ce temps, je continue. Ensuite, Alice, d'anglais, qui est... bonjour Alice, qui est Black Belt et coach et qui est surtout la créatrice du concept Exoptober. Elle a toujours un crayon. Elle est aussi à l'origine de la formation facilitation graphique au service de l'excellence opérationnelle qui est proposée aux collaborateurs SNCF. Et enfin, Teddy Beurier, qui n'a pas sa caméra et qui vient de me rejoindre à la communication excellence opérationnelle voyage. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas, voyage, c'est l'activité TGV de la SNCF. Bonjour alors, bonjour Teddy. Pas de ceinture noire pour Teddy, mais déjà beaucoup de talent. Il sera à nouveau notre timekeeper aujourd'hui et il a désormais son avatar. Merci Laurent. Et puis, je crois qu'on a oublié quelqu'un. Alors, ce matin, on a oublié Marie-Laure. Marie-Laure est manager excellence opérationnelle. Elle participe à des chantiers, mais elle est également notre responsable communication et elle organise les matinales excellence opérationnelle de voyage. Ce midi, Marie-Laure sera notre maître de cérémonie pour ce 2e webinaire Exoptober 2020. Merci beaucoup Alice. Alors, avant d'attaquer notre sujet, je vous propose un icebreaker. Au premier webinaire, on vous avait questionné sur votre niveau de dessin. Alors, la majorité d'entre vous, ils avaient un niveau petite section de maternelle ou fin de 3e. Et bien aujourd'hui, même principe, une question, 4 réponses au choix. Mais on a une amélioration technique aujourd'hui, on a un Google Forms. On progresse à chaque fois.
Alors, Laurent va vous mettre, ça y est, il a déjà fait, il est hyper rapide, le lien vers le Forms. Voilà, ce qu'on voulait savoir aujourd'hui, c'est comment vous sentez-vous à ce stade du défi. Alors, est-ce que c'est sympa de regarder les autres bosser? Vous venez juste là pour regarder, vous ne dessinez pas. Ou puis-je m'acheter un nouveau poignet? Donc là, vous êtes déjà bien fatigué par le défi. Je me sens dans le flow ou trop facile pour un défi. Voilà, donc merci de cliquer sur le lien et de répondre au questionnaire. On va vous laisser une ou deux minutes pour ça. Voilà, comment vous sentez-vous? Et Laurent, normalement, va nous afficher les réponses pour voir comment ça se passe pour vous. Alors, on a déjà 13 réponses. Tout le monde n'a pas répondu. Est-ce que ça répond en direct? On va attendre encore quelques secondes. Donc, je vois qu'il y en a quand même qui disent que c'est sympa de regarder les dessins. Les autres. Ou puis-je m'acheter un nouveau poignet? Ouais, il y a quand même du monde qui a besoin d'un nouveau poignet. Il y en a qui se sentent dans le flou. Ok. Écoutez, en tout cas, pour ceux qui n'ont plus de poignet, on a un petit conseil. Soit vous mettez à participation les collègues qui nous regardent dessiner. On va les faire rentrer dans le défi, puis ils vont nous aider un petit coup. Ou sinon, ce qu'on vous propose, c'est de suivre nos conseils qui vont suivre pour rejoindre ceux qui sont dans le flow. Bravo à tous ceux qui sont dans le flow. C'est OK pour tout le monde? Je crois que c'est parti. Je crois que c'est parti. Merci Laurent, en tout cas pour ce petit questionnaire. On va reprendre le fil de notre présentation. Alors, Alice, moi j'adore les surprises et en même temps, j'aime bien savoir ce qui m'attend. Est-ce que tu peux nous dire quel est le programme des 50 prochaines minutes? Au moins les grandes lignes, parce que garde quelques surprises dans la poche. Et tu me connais bien, je ne vais pas vous dévoiler tout de suite. Alors, pour commencer ce deuxième webinaire, nous allons faire un bilan puisque nous sommes presque à mi-parcours de l'Exoptober 2020. Voilà, un premier bilan. Ensuite, on vous a posé il y a quelques jours quelques questions pour savoir où vous en étiez sur les 13 concepts qu'on a déjà déroulés dans ce challenge. Donc, on va vous faire un retour sur les concepts qui, d'un point de vue excellence opérationnelle, Lean ou facilitation graphique, vous ont le plus posé de problème, ceux sur lesquels vous nous avez demandé des éclairages. Ensuite, on a une petite surprise, c'est que le mot du jour, on va en parler ensemble là, et donc c'est le mot Ishikawa. On va voir ce que c'est. Il y a une petite surprise pendant cette séquence. Voilà, je n'en dirai pas plus. Pour l'étape suivante, nous allons regarder ensemble, on va cranter dans la facilitation graphique. On a vu comment faire les bases des concepts de l'excellence opérationnelle en facilitation graphique. Maintenant, on va s'attaquer aux planches et on va ensemble. Ensuite, on fera une petite séquence, comme la dernière fois, de questions-réponses. Je vois qu'il y a déjà des questions, notamment sur les supports qui sont passés dans le fil. On va vous y répondre. On est dans une démarche d'amélioration continue. Donc, nous-mêmes, comme vous le savez, depuis le début du challenge, on va se retrouver régulièrement tous les jours du mois d'octobre et aussi une troisième fois pour un dernier webinaire. Et donc, on va vous demander votre retour pour savoir ce qu'on pourrait vous proposer à l'occasion de ce troisième webinaire. Et puis, on terminera par un récap de la suite de ce défi collectif. Voilà, le challenge est loin d'être terminé. Merci Alice. C'est l'heure maintenant de faire un arrêt sur image avec un bilan à mi-parcours. Alors, je ne sais pas si on débouche le champagne. On va voir quelle était votre participation et votre niveau d'implication dans le challenge. Alice, c'est à toi. Alors, vous êtes nombreux à participer très régulièrement. Vous êtes actuellement 62 à nous publier sur LinkedIn vos facilitations graphiques pour expliciter les concepts de l'excellence opérationnelle. Alors,
Parmi vous, il y a des collaborateurs SNCF, mais pas que. On a des collègues de la RATP qui nous ont rejoints. Le secteur de la finance semble également très intéressé avec, alors je mis les entreprises présentes, BNP Paribas, la Banque Postale et le Crédit Agricole. Hein, je ne cite pas tout le monde, mais voilà. Le secteur du recrutement, le recrutement semble aussi beaucoup s'intéresser au concept de l'excellence opérationnelle avec Randstad et Manpower qui sont très actifs tous les jours. Et puis, on a de nombreuses grandes entreprises. Voilà, comme Orange, la Française des Jeux, le groupe Bolloré, voilà, je passe. Et puis, chose plus inattendue pour nous, l'administration avec Pôle emploi et le ministère de l'Éducation nationale qui nous fait le plaisir de participer. Donc, tout ça, ça donne lieu à 343 dessins récoltés jusqu'à présent. Bravo à vous et merci pour votre participation. Sur le podium des 3 mots les plus explicités visuellement, nous avons les 3 premiers concepts, avec dans le podium le client en tête. C'est plutôt rassurant pour de l'excellence opérationnelle. Ensuite, la voix du client et les exigences critiques. En regardant, on s'est posé la question avec Laurent, Marie-Laure et Teddy, finalement, est-ce que les 3 premiers mots sont les plus facilités parce que ce sont ceux qui ont été les plus visibles avec l'effet de l'algorithme mystérieux de LinkedIn, ou est-ce que cet algorithme n'y est pour rien? Voilà. Après réflexion, on s'est dit que peut-être, voilà, le comportement humain fait que, au départ, on part tout feu, tout flamme, et après, on s'essouffle. C'est difficile de tenir un rythme d'un dessin par jour. On en est très conscient que on vous lance un vrai défi et que c'est pas un sprint, mais un marathon de l'excellence opérationnelle. Alors, là-dessus, je voudrais poser un point. On vous rassure. On fait comme on veut, comme on peut. Le défi Exoptober et cette édition Exoptober 2020 respecte cette règle. On participe autant qu'on peut. Et si c'est un jour sur 2, si c'est une fois par semaine, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de participer. C'est également de partager vos expériences et également de pouvoir commenter, échanger au sein de la communauté excellence opérationnelle que nous avons le plaisir d'animer. Donc, l'objectif de ce webinaire, vous l'aurez compris, c'est de remobiliser les troupes et de faire le point aujourd'hui pour pouvoir poursuivre sur la suite de l'aventure. Ok, remobiliser les troupes, on va se mettre en mode commando pour ça. À présent, Alice et Laurent, nous allons avoir besoin, je crois, de vos lumières. En effet, nous avons questionné notre auditoire. Alors, merci à tous ceux qui ont répondu au questionnaire sur les mots de J1 à J13. On vous a demandé en fait lesquels mots nécessitaient selon vous un éclairage, soit en facilitation graphique, soit en excellence opérationnelle. Alors, verdict, seul le mot client n'a pas besoin d'éclairage en excellence opérationnelle. Tous les autres mots, selon vous, nécessitaient un éclairage en facilitation graphique ou en EO. Alors, Alice, tu vas nous expliquer quel était notre arbitrage pour respecter notre timing aujourd'hui. Et oui, ça c'est sûr, Marie-Laure, impossible de passer en revue les 13 mots du défi. Donc, on a retenu 2 mots et on s'est basé sur les retours que vous nous avez faits dans le questionnaire qui vous a été envoyé il y a à peu près une semaine. Vous nous avez indiqué 2 mots. Sur les concepts du Lean sur lesquels vous souhaitiez qu'on revienne aujourd'hui, il y a en top list le mot respecter, le Shitsuke du 5S. Donc, on va faire un point là-dessus. Et ensuite, le deuxième concept, ça va être celui du cadrage du problème. Voilà. Donc ça, celui-là, il vous a semblé un petit peu plus difficile de le dessiner. Donc on a décidé de les examiner et de bien reprendre les définitions sous les 2 angles. Voilà. S'il y a d'autres concepts qui vous posent des difficultés, on ne pourra peut-être pas répondre en séance. Par contre, n'hésitez pas à nous contacter en message privé ou en faire part dans le fil de conversation. Et toutes les questions auxquelles on n'aura pas répondu en live, on y répondra en aparté en vous répondant directement. Voilà. Donc, je vous propose de commencer par Shitsuke, qui n'est pas un champignon japonais. Non, pas du tout. C'est le 5e S du 5S. Donc, en attendant
voilà, vous pouvez également, là, on va expliciter le sujet. Vous pouvez marquer dans le fil de conversation quelles sont les informations complémentaires en termes de ligne ou de facilitation graphique sur lesquelles vous aimeriez un éclairage. Comme ça, Laurent et moi, on peut vous y répondre en live ou à la fin au moment du temps de questions-réponses. Donc pour commencer, 5S, donc un exercice d'amélioration continue sur l'environnement, le poste de travail. Le 5e S, c'est la vérification. C'est l'étape régulière, si possible ritualisée, sur la vérification du respect du 5S. C'est une étape qui permet de garantir la pérennisation dans le temps de cette méthode. Donc ça se fait sur le terrain, sur une grille qu'on a bien prédéfinie préalablement en collectif, et donc avec l'équipe concernée. Et dans cette étape, on va mesurer les écarts par rapport au standard défini dans le 4e S. Et donc, on va décider ensuite ensemble quelles sont les éventuelles actions nécessaires à mener, quitte à parfois être amené à revoir ce standard lui-même. Donc, Laurent, quand on parle de ça, qu'est-ce que ça t'évoque ? Alors moi, je vais vous partager mon écran, l'écran de ma tablette pour vous faire un petit dessin de tout ça. Et alors, Laurent, je me Oui. permets de dire à notre auditoire que s'ils veulent prendre leur stylo en même temps, ils peuvent aussi s'entraîner en même temps que toi. Donc, Exactement. il y a le dessin en direct, mais il y a aussi l'expérimentation à côté. Et je te laisse parler. Oui. Merci Marie-Laure. Donc en fait, effectivement, si on reprend tout ce que nous a dit Alice, eh bien, en fait, tout part déjà du terrain sur lequel on a, à la 4e étape des 5S, défini des standards. Donc on peut imaginer qu'on a comme ça des petites zones où on a des couleurs. Là, par exemple, il ne faut peut-être pas poser d'objet, ou alors on a découvert cette zone-là en prenant un objet justement et on se rend compte qu'il faut réapprovisionner. En tout cas, on a des standards comme ça sur le terrain et l'idée, ça va être, comme vous disiez Alice, avec des grilles d'audit qu'on aura définies, d'aller inspecter différents points pour voir est-ce qu'ils sont conformes ou pas. Donc vous allez avoir en fait des points conformes, des points au contraire non conformes. Et en fait, les personnes qui vont juger de la conformité, ça va bien sûr être en fait les membres de l'équipe. Donc ça peut être à deux, ça peut être à tour de rôle. Ça peut aussi être, des fois, on voit des audits croisés, c'est-à-dire des membres d'une autre équipe qui viennent. Ils sont plus impartiaux en termes d'évaluation. Et du coup, tout ce qui ne va pas être conforme, on va venir le reporter au final sur le tableau de management visuel de l'équipe, sur lequel on peut, par exemple, avoir un indicateur où on va suivre toutes les semaines les écarts au 5S. Et on peut potentiellement se donner même un objectif en se disant que à partir de tel pourcentage, on serait dans le vert, alors qu'au-dessus de tel pourcentage de non-conformité, on serait dans le rouge. En tout cas, vous voyez bien que on va venir comme ça, avoir un espèce de mouvement qui vient du terrain, où on remonte les différents problèmes, les différents écarts, et ensuite, vous avez, à partir de ça, à partir de ces indicateurs, une discussion et des groupes de travail qui peuvent se former en termes de résolution de problèmes pour, pourquoi pas, identifier des idées de solutions. Est-ce qu'il faut refaire le standard? Est-ce qu'il faut ranger d'une façon différente? En tout cas, la question se pose et on va comme ça retourner sur le terrain pour, pourquoi pas, modifier les choses. Voilà, donc ça c'est un petit peu au final l'image globale qu'on pourrait se faire du 5S. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans le fil. Je te redonne la parole, Alice. Merci Laurent. Alice, on passe au cadrage du problème alors. C'est pas comme au rugby, hein. Un cadrage débordement ne suffit pas. La technique est un peu plus complexe et Alice va nous l'expliquer.
Alors, vous avez découvert en début de semaine le sujet, hein, c'était un des premiers mots de la semaine. On aborde une thématique de résolution de problèmes avec un premier dessin que vous voyez à l'écran, qui est celui proposé par Laurent avec un 4 cases qui consiste à cerner, à définir le problème. Alors, cette étape, elle est importante parce qu'elle va nous permettre de poser le sujet. Et on ne peut pas résoudre un problème qui n'est pas posé. D'autant plus que la résolution de problèmes est un exercice qui se pratique en équipe. Il est donc nécessaire de pouvoir être totalement aligné sur ce dont on va parler. Inutile d'aller plus loin si cette phase n'a pas été clairement établie et le problème s'il n'a pas été reformulé. Donc là, vous avez un 4 cases. On peut aussi utiliser un autre moyen mémotechnique que certains, peut-être la majorité d'entre vous connaissent, qui est le QQOQ-CCP. En fait, chacune des lettres représente le début de chaque mot, les bonnes questions à se poser. Donc, c'est quoi, c'est qui, c'est quand, c'est où, c'est combien, c'est comment et pourquoi c'est un problème. Et tout ça, ça va nous permettre de cadrer qu'est-ce qui va être concerné, quel est le sujet et qu'est-ce qui n'est pas dans la résolution de problèmes qu'on va réaliser en équipe. Einstein disait, si j'avais 1 heure pour résoudre un problème dont ma vie dépend, je passerais 55 minutes à le définir et j'utiliserai les 5 minutes restantes pour le résoudre réellement. Alors, on ne va pas passer on va pas passer 55 minutes à le définir. Je vais laisser la main à Laurent pour nous expliquer comment il voit les choses. Ouais, effectivement. Alors Laurent, avant que tu attaques sur le cadrage du problème, on a des petites questions et on ne va pas attendre notre séquence questions-réponses de la fin du webinaire pour y répondre. On nous demande que signifie l'os. Alors Nice, ça c'est Claire qui nous a demandé ça, sachant que Nice y a plus ou moins répondu en disant d'autres représentations d'un problème qu'un os. Donc effectivement, l'os, en fait, on tombe sur un os, donc on a un problème, donc vous pouvez représenter un problème par un os. Vous pouvez aussi éventuellement le représenter par une petite bombe, d'accord, prête à exploser. Mais ça peut aussi symboliser le risque, donc après ça dépend. Mais sinon, quelque chose aussi qui marche assez bien, c'est tout simplement d'avoir le petit panneau d'attention pour dire qu'on a un sujet dont on doit se soucier. Voilà. En tout cas, l'os, ça veut dire le problème. Merci Laurent pour ces précisions. Pas de souci. Du coup, en ce qui concerne le cadrage du problème, donc effectivement, hein, si je rebondis sur ce que disait Alice, importance de cadrer le problème. Et pourquoi en fait ce serait important de cadrer le problème, hein, donc on a la citation d'Einstein, mais aussi, disons que ce que moi j'avais souvent pu voir dans les équipes, c'est que on a souvent tendance, quand on parle d'un problème, à ne pas parler que du problème, mais aussi à parler de ses causes et de ses conséquences. Et en fait, ça, c'est un problème en soi, puisque à partir du moment où on mélange les causes, les conséquences et le problème en lui-même, bah justement, on ne sait pas à quel problème on s'attaque, on mélange un peu tout et on a l'impression qu'il faut un plan d'action de 122 jours pour pouvoir tout aborder, parce qu'effectivement, si on adresse toutes les causes, toutes les conséquences, plus le problème, bah, ça nous fait beaucoup de boulot. Donc, du coup, le cadrage du problème, l'idée, c'est bien d'isoler le problème par rapport à ses causes et à ses conséquences. Et donc, pour ça, vous avez, donc, comme vous disait Alice, différents outils. Et notamment, un outil qui marche bien, c'est le 4 cases, où vous allez justement ici décrire le problème. D'accord? Donc là, c'est la réponse à la question « quoi ?» Quel est le problème? Et ici, vous allez mettre toutes les conséquences du problème. Donc, pourquoi, en fait? Pourquoi est-ce que c'est un problème? Ici, vous allez répondre à la question combien, d'accord? Donc pour avoir des données chiffrées sur le problème. Et là, vous allez répondre à la question qui, pour savoir qui pourrait vous aider à résoudre ce problème, sur quel périmètre il s'applique. En fait, pour répondre à la question quoi, un problème bien formulé, hein, on se dit il ne faut pas confondre le problème, les causes, les conséquences. Ben, on va se dire qu'un problème bien formulé, c'est souvent en fait un écart entre une situation attendue et la situation réelle. Donc là, du coup, vous avez l'écart entre le nuage et le soleil.
Et donc, ça peut être un problème. Donc, par exemple, la production reçoit plus de matières premières que nécessaire. Vous avez vraiment cette idée de la réalité, c'est qu'on en reçoit plus que ce qu'on devrait. D'accord ? Ensuite, toutes les conséquences du problème, eh bien, vous allez les mettre ici dans la partie pourquoi. D'accord ? Vous allez essayer de montrer pourquoi est-ce qu'il est important de résoudre ce problème, qu'est-ce que ça nous coûte d'avoir ce problème, quelles sont les conséquences. Ensuite, dans la partie combien, vous allez mettre tous les chiffres, mais vous allez aussi pouvoir mettre la cartographie de ce qui se passe. Où est-ce que le problème survient dans votre process? Et ici, donc dans le qui, comme je vous disais, vous allez vous poser la question de qui peut avoir un avis sur la question et qui peut être impacté. Vous pouvez compléter toutes ces questions-là, comme disait Alice, par les questions du QQOQ-CCP. Et à la limite, que vous choisissiez le QQOQ-CCP ou le 4 cases, en fait, ce qui va être important de faire, ça va être à chaque fois de le faire en équipe. Donc, n'hésitez pas à vous poser toutes ces questions-là à plusieurs sur un paperboard, par exemple, pour faciliter l'intelligence collective et résoudre votre problème plus facilement. Voilà pour moi. Merci beaucoup Alice et Laurent pour toutes ces précisions sur les mots passés. Je vous propose... On a pris 4 petites minutes de retard. Très bien. Bon, alors on va parler très vite. On va accélérer ça. Merci beaucoup donc pour les mots passés. On va retourner au présent avec le mot du jour, Ishikawa. Alors, pour ceux qui sont allés sur LinkedIn ou sur SharePoint pour nos collaborateurs SNCF, il y avait une publication un peu particulière ce matin. Pas de planche réalisée par Laurent, pas de témoignage d'un spécialiste de l'excellence opérationnelle. Non, la publication, elle va se faire tout à l'heure. Voilà, dans l'après-midi, juste après le webinaire. Et vous pourrez poster vos dessins en commentaire, rassurez-vous. On a pris quelques heures de retard, mais c'est pour la bonne cause. Pourquoi ? En fait, c'est parce que ce qu'on vous propose, c'est de faire tout ça ensemble, en fait. Laurent va dessiner en direct le mot du jour, Ishikawa. Vous allez pouvoir voir tous ces trucs et ces astuces. Et puis surtout, avant même qu'il ne dessine, on a une petite surprise pour vous. On a un invité mystère. Alors, pas ceux qui sont allés sur LinkedIn parce qu'ils ont bien compris de qui il s'agissait. Mais voilà, notre témoin du jour, Florent Mourins, a accepté de nous livrer en direct sa vision du diagramme d'Ishikawa. Donc, Florent, je sais que tu es là. Je pense que tu peux mettre ta caméra maintenant pour nous rejoindre. Bonjour à tous. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Alice. Salut Laurent. Bonjour Florent. Alors Florent, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors avant de parler Ishikawa, je te propose quand même de te présenter. Et moi j'ai une toute petite anecdote avant, une précision on va dire. Tu essuies à chaque fois les plâtres en fait, parce que tu as participé à la première matinale excellence opérationnelle Voyage SNCF que j'avais organisée en janvier 2018. Voilà, tu avais participé, tu vas peut-être nous en dire 2 mots d'ailleurs à quel titre. Et là cette fois-ci, tu es notre premier invité témoin dans notre webinaire. Donc merci à toi. Et ce que je te propose, c'est de te dévoiler, de te présenter avant qu'on attaque sur Ishikawa. Allez, c'est parti. Donc rapidement, Florent Mourins, donc je suis le fondateur du cabinet de conseil en excellence opérationnelle, d'où ma présence à la première matinale et aujourd'hui. Et avant ça, effectivement, j'avais été directeur des projets de transformation pour le groupe Adecco, DRH. Donc j'ai vu qu'il y avait des gens de l'intérim et des RH avec Manpower en Stadt. Donc effectivement, l'excellence des opérations, on a souvent tendance à dire que c'est de l'industrie. Je suis ravi de voir qu'il y a des gens de la banque, de la Poste, pour montrer qu'effectivement, c'est aussi dans le service. Donc, ça fait plaisir à voir, parce que l'excellence opérationnelle, c'est bien partout où il y a des opérations. Donc, important de l'avoir bien en tête. Et je sais qu'à la SNCF, vous l'avez en tête parce que vous avez fait tout un tas de travaux et de chantiers aussi sur la partie administrative. Donc, et c'est comme ça qu'on était rentré en relation avec Laurent Boustier à l'époque. Et donc d'où l'invitation à la première matinale après toute une activité de benchmark et la petite fierté d'avoir fait venir les Parisiens en terre lyonnaise à cette époque-là. Voilà. Ok, super. Eh bien, on va attaquer Ishikawa. Juste quand même, il faut le dire, hier tu as fêté les 1 an de ton cabinet, donc happy birthday Florent. C'était pas prévu, c'est une coïncidence, mais voilà. Donc on fêtera ça ensemble. Avec grand plaisir. Alors Florent, si tu veux nous livrer ta vision et ta définition du mot Ishikawa,
c'est parti. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'Ishikawa? Alors, pour nous, Ishikawa, effectivement, c'est un outil de l'excellence opérationnelle. Pour nous, c'est aussi surtout un cadre de référence et de réflexion, d'investigation. Il y a la partie problème. Donc, effectivement, une fois après avoir cadré le problème, comme l'a bien gribouillé tout à l'heure Laurent sur le cas de case, effectivement, il est bien défini. On va pouvoir rechercher les causes, d'où le fait qu'il s'appelle Ishikawa ou le diagramme des causes et des effets. C'est de voir les répercussions. Il a l'avantage en fait de bien cibler, de ne pas se mettre d'œillères, différentes thématiques, donc d'où l'inspiration du 5e ou même du 8e. On pourra en mettre bien d'autres pour pas oublier certains paramètres où on aurait peut-être trop facilement l'habitude de se dire non mais c'est pas un problème de machine. Bon, peut-on quand même aller regarder en fait? Non mais c'est sûr, mon indicateur de mesure il est super bon, j'ai pas de problème avec le sujet. On va quand même regarder juste pour voir ce qui se passe. Le management, tout ce qui va tourner effectivement autour du sujet, on va pouvoir l'investiguer. Donc on s'en sert nous effectivement sur la partie résolution de problèmes, on s'en sert beaucoup sur nos processus d'innovation et de créativité pour focuser l'attention des gens sur le sujet qu'on pose. Quand vous définissez un nouveau business model, on peut juste par une indication, la cause et l'effet, donc c'est du contexte au niveau cerveau, pour dire là on va se mettre dans la posture de la personne qui est technophobe. Il n'empêche qu'on va travailler sur une application. Donc comment on pourrait faire pour, en étant technophobe, utiliser une application au sein d'un hall de gare, par exemple, pour se repérer facilement dans la gare. Donc Ishikawa peut aussi servir à ça, à orienter l'attention, donc pour la résolution de problèmes ou bien pour un processus tout simplement de réflexion. D'accord. Florent, on a échangé avant évidemment. Tu m'avais parlé d'un projet en fait où Ishikawa avait été particulièrement efficace, notamment dans le domaine commercial. Si tu peux nous en dire 2 mots. Exactement, on a utilisé Ishikawa dans le commerce, ce qui n'est pas une mince affaire, avec la direction commerciale d'un groupe où effectivement ils avaient un vrai sujet de non-performance commerciale. Et en fait, je suis allé investiguer la partie de la mesure, et notamment des objectifs qui n'étaient en fait pas atteignables, donc pas atteints. Donc effectivement, il y avait quelque part un conflit entre la force commerciale et la direction commerciale. Mais le conflit était basé juste sur le fait que l'indicateur et l'objectif du coup qui était demandé aux commerciaux n'étaient pas atteignables. Donc quand je suis allé gratter de comment on faisait pour atteindre les objectifs demandés, j'ai juste démonté en fait toute le capacitaire possible d'un être humain sur la partie commerce. Et en fait, quand vous prenez 52 semaines, que vous enlevez les RTT, les congés payés, et qu'on mettait l'intensité commerciale qu'on demandait à ces gens-là, ils ne pouvaient pas atteindre les objectifs qu'on leur demandait. Donc de fait, même quelqu'un à 120% n'atteignait pas les objectifs. Donc effectivement, ça a permis de remettre un peu l'église au centre du village et de se questionner sur, en fait, le problème, c'était un problème de mesure. Donc soit il faut plus embaucher, soit effectivement on travaille différemment en automatisant certaines tâches, le cas échéant ce qui est possible, pour décharger une partie administrative de la fonction commerciale. C'est aussi possible. Mais en tout cas, en l'état, ça ne pouvait pas fonctionner. Donc Ishikawa a permis d'aller investiguer un sujet qui n'était dans la tête de cette direction commerciale-là pas du tout un sujet, ne pouvait pas être mis en cause, parce que le directeur commercial avait posé des objectifs. Donc la question, c'était comment il était arrivé à poser ces objectifs-là. Donc là, après, on a tous fait des erreurs et on continue à en faire. C'est pour ça qu'on continue à apprendre d'ailleurs. Mais effectivement, à un moment, c'est la remise en question et le fait d'aller focaliser le problème sur différents segments pour être sûr de ne rien rater. Donc c'est en ça qu'Ishikawa est pour nous effectivement super intéressant. Super, merci Florent. Teddy, je sais que le chrono tourne. Est-ce qu'on a encore le temps pour une petite question avec Florent ou on a vraiment pris beaucoup de retard? On est à 3 minutes de retard toujours. D'accord, très bien. Alors on va peut-être en prendre quand même juste. On va parler d'un petit truc quand même. Et après, sachez que Florent reste avec nous jusqu'à la fin. Donc, on a une partie questions-réponses. Et vous pourrez aussi lui poser des questions, en plus des questions que vous pourrez poser à Alice et Laurent. Peut-être que la question, en fait, ça ne va pas être une question, Florent. C'est donc, évidemment, tu as répondu pour notre prochain article. Et en fait, je vais quand même dévoiler la fin parce que j'ai adoré ce que tu avais marqué, parce que tu as parlé d'autres projets. Là, on ne va peut-être pas avoir le temps, mais tu avais dit que tu les avais appréhendés en fait de manière globale, sans œillères, grâce à Ishikawa, et ça, c'était super. Et la phrase de conclusion, moi, je l'adore. Tu as dit, c'est aussi ça l'excellence opérationnelle. C'est l'innovation et la créativité grâce à la maîtrise technique de base.
Donc des fois, avec un outil simple, on peut faire des choses hyper puissantes. Exactement. C'est vraiment toute la philosophie du cabinet, de tout ce qu'on avait pu mettre, ce que j'avais pu mettre moi en œuvre, effectivement, au sein du groupe Adecco, ce qu'on fait avec nos clients aujourd'hui. C'est vraiment ça, c'est de servir des bases. Parce que tout à l'heure, j'ai vu dans le fil de discussion quelqu'un qui disait peut-on parler du lean sans parler lean. Alors moi, je parle pas lean et les gens sont très contents aussi. Il n'y a pas de problème, on n'est pas obligé de tout le temps utiliser des mots japonais, on se comprend quand même très bien, voire même mieux parfois. Donc oui, effectivement, cette maîtrise technique de base, quitte à maîtriser le japonais aussi, c'est important quand même dans l'histoire. Mais par contre, ça ne s'arrête pas là en fait. Faut dépasser le stade de l'outil et pouvoir derrière jouer avec ça, mais ça nécessite la maîtrise des bases techniques à la base. Donc moi, je vous encourage, vous à la SNCF, à vous rapprocher effectivement d'Alice, de toute la direction d'excellence opérationnelle. Parce que vous avez de la chance d'avoir ce service-là chez vous pour vous aider, vous éclairer. C'est des bons sparring partners et donc pour les avoir pratiqués il y a quelques années. Donc Merci, du coup, n'hésitez pas, je t'en prie. Et du coup, c'est vraiment ça la philosophie qu'on transmet à nos clients au travers du cabinet. C'est cet échange-là et ce partage-là, mais sur la maîtrise des bases systématiquement, complètement. Ok, merci Laurent. Donc si vous avez d'autres questions, Florent, pardon, si vous avez d'autres questions pour Florent, vous vous mettez dans le fil de conversation. On y répondra à la fin, ou sinon, je suis sûre qu'il vous répondra en privé également. On vous mettra son lien vers son compte LinkedIn. Florent, juste avant de finir, tu avais accepté de dessiner. Donc Laurent, si tu peux nous remettre la slide avec le dessin de Florent. Voilà, si tu peux faire un petit commentaire rapide, Florent, sur ton dessin, avant de laisser la parole, ou plutôt le dessin, le crayon à Laurent. Ouais, alors rapidement, effectivement, Ishikawa, diagramme des causes-effets, s'appelle aussi le fishbone, d'où le poisson, enfin l'arête de poisson. Et puis derrière, j'ai essayé de gribouiller. Alors, j'avais le poignet peut-être endurci ou en tout cas pas les compétences de Laurent. Mais du coup, j'ai représenté effectivement différents M. Je me suis inspiré du 5e et du 8e pour remplacer quelques-uns, parce que là, il y a 6 paramètres. Donc, il y a les matières premières, il y a la partie processus, qui est en fait la méthode, les équipes, effectivement, avec la main-d'œuvre, la mesure, la fameuse, la partie machine, pardon, qui était au-dessus, tellement elle est bien dessinée, et donc en bas, c'est la méthode. Et tout à gauche, j'avais mis la partie milieu, donc l'environnement de travail des gens, qui peuvent avoir des grosses influences, effectivement, sur un problème donné. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil rapide et de synthèse. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Florent. Tu peux déconnecter ta caméra et ton micro, et puis on te reprendra pour les questions. Écoutez, je crois qu'on va passer à la gribouille du jour. Hein. Il est temps, il est plus que temps d'ailleurs, je pense. Laurent, tu es paré à dessiner, et puis vous aussi, puisque vous allez pouvoir dessiner en même temps que Laurent. Oui, hop. Alors, du coup, ouais. Si j'ai essayé là de reprendre un petit peu des idées clés que Florent nous a données, donc notamment le fait que l'Ishikawa sert à orienter l'attention et permet de remettre en question les idées reçues. Donc, partant de là, en fait, moi, l'image qui m'est venue pour orienter l'attention, c'était un petit peu l'idée de la lampe torche, d'accord ? Voilà, hein, avec son petit faisceau qui éclaire, et du coup, la remise en question des idées reçues. En fait, quelque chose que moi j'utilise souvent, c'est un petit peu de montrer des personnages qui pensent quelque chose. Voilà, donc là, par exemple, on pourrait leur faire penser A, et en fait, ce qu'ils voient, eh bien, en fait, c'est B, pour montrer que, eh bien, en fait, ce qu'ils pensent est contraire à la réalité. Donc, en fait, en partant de tout ça, moi, je me suis dit que potentiellement, on pouvait représenter l'Ishikawa comme un petit peu comme ça. C'est-à-dire, bien sûr, on garde notre idée de poisson. Alors, comme dans la tête de l'Ishikawa, on met le problème, hop, tac, moi j'ai envie quand même de lui donner une tête de pièce de puzzle à notre Ishikawa. Donc, il a ces arêtes-là, bien sûr, hein, les 6, comme sur le dessin de Florent. Et vous savez, après, vous avez aussi ces petits poissons-là qui ont une espèce de lumière. Et pour ça, j'avoue que je me suis aussi inspiré d'Alice, puisque j'ai déjà vu sa proposition du jour, hein, mais c'est plutôt que la lampe torche, je me suis dit, quand on est dans la thématique du poisson, autant avoir un espèce de poisson comme ça qui vient éclairer les choses. Le poisson des abysses. Le poisson des abysses. Et donc, en fait, il vient éclairer quoi ? Il vient éclairer
une pièce qui peut être complémentaire aux puzzles, hein, donc c'est cette notion aussi de cause enfin, qui est, enfin, vous savez, hein, vous vous rappelez, je vous ai mis l'enchaînement, il y a les causes, le problème, les conséquences. Bon, en tout cas, la cause ici s'emboîterait avec le problème. Donc, la lumière, hop, éclaire ce problème et vous avez du coup ici les équipes qui regardent ça et qui en fait avaient en tête plutôt une pièce de Pulse complètement différente qui d'ailleurs en fait n'allait même pas pouvoir être compatible avec le problème, mais donc de l'importance de l'Ishikawa pour remettre en question les idées reçues. Alors pour renforcer cette idée de non-complémentarité en fait entre la pièce qui est éclairée et puis ce que les équipes avaient en tête, on pourrait même ajouter de la couleur ici en disant qu'elles pensaient rouge alors qu'en fait, hop, la cause illustrée par l'Ishikawa est verte. Et en tout cas, comme l'Ishikawa permet en fait incite à aller sur le terrain pour remettre en question les idées reçues, ce qu'on pourrait faire, c'est d'avoir quelque part ici, hop, un petit symbole pour dire que finalement, ce qui est mis en lumière, c'est quelque chose qu'on doit vérifier. Voilà. Et donc après, on pourrait remettre le détail des sixièmes comme sur le dessin de Florent, mais on pourrait aussi, dans cette logique d'orienter les questions, tout simplement en fait indiquer des questions au bout des branches de l'Ishikawa. Voilà donc le dessin que ça m'a inspiré de t'écouter, Florent. Merci beaucoup, Laurent. Alors, nous allons changer de séquence maintenant. Nous allons plancher. Au premier webinaire, nous avions vu des formes simples. Laurent, vous avez fait dessiner sur des formes simples, sur des expressions et sentiments de base. Aujourd'hui, on va un petit peu upgrader, comme vous l'a dit Alice tout à l'heure. On va attaquer des planches de facilitation graphique. Mais avant ça, on a besoin, je crois, de quelques explications sur l'intention de cette séquence. Et je vais laisser la parole à Alice qui va nous expliquer ça avant que Laurent ne reprenne le crayon. Oui, alors tout à fait, Marie-Laure. On l'a dit lors du premier webinaire, également dans nos précédentes publications. En tout cas, on l'a sous-entendu, les mots ne sont pas tombés par hasard du pot d'encre. Et donc, ils ont été regroupés effectivement en 5 thématiques. D'ailleurs, Laurent, tu t'es appuyé là sur flux de valeur client et la méthode 5S voilà, pour réaliser les planches. Hein. C'est qu'un prétexte finalement. Et nous allons voir très concrètement tout de suite l'une de ces planches. Vous allez recevoir la seconde par email. Ça fait partie des petites surprises et des petits cadeaux qu'on vous laisse à l'issue du webinaire. Alors, il y a d'autres thématiques qui arrivent. Hein. Vous avez eu la liste de mots au début de l'Exoctober. On vous laisse deviner ce qui va arriver à partir de J20 et de J27. Effectivement, il y a d'autres thématiques. À vous de parier peut-être aussi sur ce que c'est, comment vous les voyez, ces mots, comment ils s'assemblent pour vous. C'est une façon de revisiter nos façons d'assembler les concepts du Lean. Et puis, effectivement, pourquoi ces planches D'une part, parce que cet événement, c'est un défi sur l'illustration des concepts de l'excellence opérationnelle. Et notre intention, c'est de vous permettre, en tant que référent excellence opérationnelle, d'utiliser ces concepts dans votre quotidien et donc, du coup, de réaliser ces planches lors de vos ateliers. Et après avoir acquis les bases, il nous a paru important de vous donner la méthode pour pouvoir animer demain vos ateliers avec la facilitation graphique. Voilà. Merci Alice, on va laisser Laurent qui va reprendre le crayon et juste entre deux, je demande à notre timekeeper préféré si on a récupéré du temps ou si on a encore dérivé vers la banquise. On a dérivé. Ah, on a dérivé, bon. On est à 5 minutes. Ouais, bon, après on le savait qu'on allait dériver. Oui. Bon, je vais essayer de faire court en tout cas du coup. Donc effectivement, l'idée du premier webinaire, on vous a donné les bases pour que vous puissiez gribouiller. Maintenant, en fait, la question c'est comment est-ce qu'on structure tout ça, comment est-ce qu'on utilise des éléments isolés pour faire des planches, c'est-à-dire en fait sur un seul support, un contenu qui soit signifiant et qui mêle des petites gribouilles et des textes.
Une planche comme ça peut vous aider à faire différentes choses. Notamment, ça peut vous aider à susciter l'adhésion à vos idées parce que vous allez les rendre beaucoup plus claires, simples, explicites, ludiques. Mais ça peut aussi vous aider à susciter l'adhésion autour de vos projets puisque vous allez en fait donner de la vision à proprement parler. C'est-à-dire que vous allez vraiment être capable de représenter la vision que vous avez de votre projet. Donc, vous aurez, comme pour le premier webinaire, un petit cahier d'exercices avec différentes choses. Mais donc, vous verrez les pas à pas, en fait, quelques étapes que je vous propose pour construire les planches qui vous permettront d'expliciter vos idées. Et là, ce que je vais vous montrer dans les 2 minutes qui viennent, parce que je vais essayer de faire court, ça va être un exemple de planche qui vous permet de susciter l'adhésion autour de vos projets. Et donc, pour ça, j'ai pris effectivement tous les mots du 5S et j'ai essayé de construire une planche avec qui ressemble à ça. Donc là, évidemment, elle a l'air peut-être un peu chargée parce que j'ai essayé de tout mettre sur une seule slide, mais grosso modo, vous retrouvez les 5 étapes des 5S avec une étape en plus qui est l'étape de préparation. Et donc, vous avez en fait au-dessus un titre. Vous pouvez avoir, ça c'est un truc, alors ça n'a rien à voir avec de la facilitation graphique, mais vous pouvez avoir sur votre fresque ou sur votre planche la photo de l'équipe projet. En tout cas, vous avez les étapes avec les dessins pour chaque étape, plus le nom de l'étape et grosso modo ce qu'on cherche à faire à cette étape. Vous avez une timeline avec du coup le calendrier de quand est-ce qu'a lieu chacune des phases ou alors quand est-ce que quand est-ce qu'on retrouve un jalon. Et vous avez ici en fait des détails pour chacune des étapes de comment est-ce que ça va se passer concrètement, quelles actions il va falloir faire, qui va les faire, comment on s'organise, pendant combien de temps, etc. Voilà, et à la fin, du coup, la célébration. Donc, si on prend un petit peu de recul, la structure de cette planche, elle n'est pas extraordinaire. Vous avez tout simplement un titre, les différentes étapes, avec une gribouille pour illustrer chacune des étapes, le nom de l'étape en dessous, la timeline du calendrier, les différents jalons, les détails. Vous pouvez aussi ajouter l'objectif, ce que je n'ai pas fait sur la slide d'avant, mais vous pouvez tout à fait faire ça si vous avez un projet qui est peu commun ou dont vous avez besoin de rappeler le sens. Et vous pouvez aussi avoir, si vous faites ça sur papier et que vous l'affichez dans l'atelier où vous faites le chantier 5S ou alors sur le lieu où vous allez conduire votre projet, 5S ou pas 5S d'ailleurs, vous pouvez aussi avoir sur ce papier un espace pour que les gens de l'équipe ou les gens du périmètre sur lequel vous travaillez puissent venir poser leurs questions, pour que vous puissiez ensuite tenir compte de ça pour mener à bien votre projet. Alors, c'est bon pour vous? Ok, donc en tout cas, ça vous permet vraiment comme ça de construire une forme de colonne vertébrale de votre projet. Le fait qu'elle soit affichée sur place, ça va vraiment permettre d'être comme un fil directeur qui va permettre à chacun d'avoir la vision globale et le détail à chaque étape de qu'est-ce qui va se passer. Et donc, ça donne du sens à votre projet. Toutefois, ce que je vous marque, c'est que c'est que la partie émergée, c'est-à-dire que si vous voulez fédérer autour de votre projet, bien sûr, ça peut aider, mais il n'y a pas que ça. Un autre facteur immergé qui va être important pour fédérer autour de vos projets, c'est bien sûr la cohérence de votre projet, donc notamment la cohérence du projet que vous menez, des différentes étapes avec l'objectif, mais aussi la cohérence au global. Et donc, c'est pour ça que moi, je vous encourage vraiment à avoir une cohérence entre vos gribouilles et le nom de l'étape. D'accord, donc c'est-à-dire de doubler en fait le visuel plus le mot. Donc vous avez la cohérence gribouille-texte, mais aussi la cohérence avec le discours. Quand vous présentez tout ça, il faut que les gens retrouvent ce qui est illustré, ce qui est écrit dans vos paroles, et ensuite dans vos actions, c'est-à-dire que effectivement, tout ce qui est marqué là, on va chercher à le faire, et si on ne le fait pas, on explique pourquoi. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire à propos de comment la facilitation graphique peut vous aider à fédérer autour de vos projets. Donc, dans le cahier d'exercice, vous allez retrouver un template comme ça vierge que vous allez pouvoir remplir pour faire un brouillon de planches que vous pourriez faire à propos de votre projet. Mais pas que, puisque en fait, vous allez avoir donc plein de choses, donc le template vierge, mais vous allez avoir aussi un exemple de planche avec les différentes gribouilles sur le client que vous avez vu, plus une méthode pas à pas pour construire en fait une telle planche pour que vous puissiez en fait apprendre à le faire. Et en bonus, vous aurez aussi des éléments de réponse aux questions que vous nous aviez posées sur le Forms, notamment sur les proportions, le lettrage et l'utilisation des couleurs. Donc voilà, vous verrez tout ça dans le cahier d'exercice. Donc j'espère que ça pourra vous aider.
Super Laurent, merci beaucoup pour tous ces conseils de pro. D'ailleurs, en parlant de pro, j'ai répondu, comme on était un peu en retard, à Claire dans le fil. Elle demandait quelle utilisation tu utilisais sur iPad et donc j'ai précisé que tu utilisais Procreate. Ouais, c'est ça. Et je vais peut-être d'ailleurs rebondir dessus parce qu'il va être temps de répondre aux questions. On va regarder où on est le standard et voir quelles sont les questions les plus likées. Donc je vais répondre à une question d'ailleurs qui était dans le Forms. Clairement, on nous demandait s'il fallait absolument passer tout de suite sur une tablette graphique pour dessiner. Et je vais répondre clairement non. Le papier, le crayon, le stylo, au départ, c'est très bien. C'est comme pour le management visuel, on passe pas tout de suite en digital. Alors, sauf s'il y a le confinement, ça c'est un autre sujet. Alors, les questions pour Alice, Laurent et Florent. La première question de Caroline. J'ai manqué 14 jours du défi et est-ce que je peux participer? Alice, je crois que c'est pour toi. Bien sûr, vous êtes la bienvenue et on invite tout le monde à participer. Comme je le redis, ce challenge, c'est l'occasion de revoir collectivement les définitions de l'excellence opérationnelle, des grands thèmes de l'excellence opérationnelle, de les partager, de confronter nos idées, nos points de vue, de partager nos expériences et puis aussi nos représentations visuelles en fonction de ce que ça nous évoque. Donc, vous participez comme vous le pouvez, à votre rythme, et vous commencez au gré de votre disponibilité. Voilà. Caroline demandait aussi comment faire pour participer. Alors, pour participer, c'est en répondant sur LinkedIn. Tous les matins, nous publions vers 7h, 7h30 un post et avec le mot du jour, une définition, l'interview d'un grand témoin et on vous fait une suggestion avec la gribouille de Laurent. Laurent vous donne une proposition, soit vous la reproduisez, soit vous pouvez également donner votre propre interprétation. Voilà, en commentaire. Voilà. Et ensuite, du coup, vous prenez ça en photo et vous le publiez sur LinkedIn avec le hashtag Exoptober. Et du coup, pour pouvoir suivre les publications et voir les gribouilles qui sont proposées et puis publier votre commentaire, il faut que vous vous abonniez à la page DO SNCF Voyage sur LinkedIn. Comme ça, vous serez notifié des nouvelles publications. Super. Alors, autre question. Claire nous demandait si à la fin du challenge, on mettait à disposition les 31 gribouilles de Laurent. Alors, déjà, vous allez pouvoir les retrouver puisqu'elles sont sur notre page LinkedIn Direction Excellence Opérationnelle Voyage. Donc, vous pouvez les télécharger déjà dès maintenant de cet endroit-là, tous les jours, au fil de l'eau. Voilà. Et moi, je vais aussi les publier sur mon blog, en fait, mais par contre, ce sera un petit peu en différé. Ce sera au mois de novembre. Je pense que je ferai une publication par jour pour faire une rétrospective sur le défi et puis qu'elle reste sur Internet, qu'elle reste facilement accessible. Oui, et petite précision aussi pour les collaborateurs SNCF, les publications sont faites également sur le SharePoint de la Direction Excellence Opérationnelle Voyage. Donc vous y retrouvez les articles d'ailleurs qui sont beaucoup plus longs que sur LinkedIn. LinkedIn, vous savez, on est limité en nombre de caractères. Donc vous avez les interviews dans leur intégralité et les dessins aussi des grands témoins sur notre SharePoint. Donc allez-y. Vous avez une rubrique dédiée complète sur le SharePoint à la facilitation graphique adaptée à l'excellence opérationnelle. Ouais. Voilà. Par contre, juste petite précision quand même, pour publier vos dessins, c'est que sur LinkedIn, c'est pas sur SharePoint. Alors, nous avions d'autres questions. Ah oui, c'était Caroline. Peut-on faire du lean sans parler lean? Alors, Florent y a répondu en partie. Est-ce que vous souhaitez y apporter des éléments complémentaires? Laurent, Alice, ou même Florent d'ailleurs. Moi, je suis interpellée dans cette question par qu'est-ce que c'est que parler lean? Est-ce que c'est donner les gros mots japonais, effectivement, ou est-ce que c'est finalement essayer de simplifier et d'éclairer collectivement là les sujets comme on le fait finalement? Voilà, je ne sais pas ce qu'il y a derrière cette question, je m'interroge. Ouais, en complément, moi je rajouterais, pour l'avoir implémenté sur une activité de service,
de l'excellence opérationnelle. Il n'y a pas que le lean, hein. Ça en fait partie, c'est une partie de l'excellence opérationnelle. Du coup, en fait, ce qui est important, c'est quand même la partie langage, parce que le langage, c'est ce qui fait culture. En même temps que les gribouilles d'ailleurs font partie de la culture. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont peint il y a des années en arrière dans les cavernes. Et effectivement, on a tous progressé en termes de collectif grâce au langage commun. Donc, si vous voulez pas mettre des termes japonais, et moi je vous encourage d'ailleurs à le faire, à ne pas les mettre, à mettre vos termes à vous, par contre, qui feront le langage commun et votre collectif, parce que c'est ce qui va faire un collectif plus fort, et vous comprendrez, donc il n'y aura pas de jargon, ce sera le vôtre, mais il est important dans toute conduite du changement qu'il y ait quelque chose qui vous rapproche, et le langage en fera partie, donc à vos idées. Ok, super. Oui, on a des petites remarques. Lasco, premier MV, c'est Damien qui nous dit ça, et Christophe qui nous dit par les lignes, bon sens et transparence sans jugement. Effectivement. Alors, on a une proposition, et d'ailleurs, on l'avait déjà eu aussi dans le forum. Nils nous dit pourquoi pas un recueil de toutes les gribouilles, y compris celles des non-professionnels. Françoise, qui je crois est connectée, nous avait déjà dans le forum proposé de faire une grande fresque avec tous les dessins. Alors, comme le disait Alice, on est déjà à 330. Je ne sais pas à combien on sera dans 2 semaines, à la fin du mois. On va peut-être essayer de récupérer un immense mur à la Défense, parce que nous, on est au CNIT. Peut-être qu'on peut trouver sur le parvis quelque chose pour afficher tout ça. Mais l'idée est sympa. On va voir ce qu'on en fait. Ce qu'on n'a pas précisé l'année dernière, c'est qu'on avait pu faire justement une Exoctober Exhibition à la dernière matinale Excellence opérationnelle. Mais vous avez vu qu'en ce moment, on est un peu contraint en termes d'événements. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Ouais, il est temps de passer à la suite. Ouais, merci beaucoup à tous. Et puis, si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à nous contacter en message privé. Il est l'heure de passer au débrief. Voilà, on compte sur vous. Alice, je crois que c'est toi qui te charges du débrief. Merci en tout cas de nous faire votre feedback. Voilà, donc on disait l'excellence opérationnelle, c'est aussi l'amélioration continue, ça coule dans nos veines. Et donc, je voulais vous partager là l'occasion de prendre un petit temps, si j'arrive à télécharger dans le fil de conversation le lien vers le... Voilà, hop. Vous avez dans le fil de conversation, je vous ai envoyé un petit questionnaire, si on peut prendre quelques instants ensemble pour répondre, puisque on est dans une démarche d'amélioration continue et on va avoir l'occasion de se retrouver encore pendant tous les jours jusqu'à la fin du mois, et puis même après le challenge, puisqu'on se retrouve pour un 3e webinaire. Et donc, c'est l'occasion de vous exprimer sur ce que vous avez apprécié. Maintenant, j'espère que vous arrivez à cliquer sur le lien, ça prend quelques instants à peine. Voilà, il y a à peine quelques questions, normalement en 1 minute, c'est répondu. Voilà. Donc c'est anonyme, hein, sauf si vous souhaitez être contacté, vous nous laissez bien votre mail, vos coordonnées. Il y a un espace prévu pour ça. Ok. Ce que je te propose, Alice, comme on est un peu dans le rush, c'est que pendant que nos auditeurs remplissent, on va peut-être passer à la planche récap. Ouais. Voilà, il faut que tu vas. Alors, on a déjà commencé, hein, j'ai déjà vu la planche, Laurent nous l'a passée très rapidement tout à l'heure. Si tu peux nous rappeler les prochaines échéances, parce que voilà, on est quand même seulement à la moitié du challenge, donc c'est pas fini, loin de là. Il nous reste 18 dessins effectivement à faire ensemble. C'est super, hein, parce qu'on va se revoir encore plein de fois. Dès demain, vous allez pouvoir retrouver le replay de ce webinaire et dans quelques jours le résumé. Tous les jours, on se retrouve jusqu'au 31 pour faire le point sur un nouveau concept de l'excellence opérationnelle avec un témoignage. Vous pourrez publier donc sur notre page LinkedIn Direction Excellence Opérationnelle Voyage vos dessins avec le hashtag Exoctober 2020. Et puis, une fois que ce sera terminé, ce ne sera pas vraiment fini. On vous réserve encore quelques surprises, notamment pour le 3e webinaire, le 10 novembre. Mais j'en dis pas plus. Voilà, surprise pour la fin. Merci Alice. Écoutez, je crois que nous arrivons vraiment au terme de ce webinaire. Pour le mot de la fin, nous avons fait appel à un autre maître du dessin.
Pour ceux qui étaient au premier webinaire, on avait cité Pablo Picasso. J'ai mis toute ma vie à savoir dessiner comme un enfant. Alors, c'était aussi pour vous rassurer sur votre niveau de dessin, puisque certains étaient bloqués en petite section de maternelle. Alors, je pense que depuis, ils ont fait des progrès. Voilà. Donc, maintenant que vous avez progressé, c'est Paul Klee qui va vous inspirer. Un dessin est simplement une ligne qui fait une promenade. Laurent, je crois que tu peux nous en dire un petit mot. En fait, voilà, juste pour illustrer cette citation, j'ai fait un dessin en une seule ligne de façon continue. Voilà, et après, en fait, ça montre bien qu'avec finalement un petit peu de couleur et pas grand-chose, des petits halos, eh bien, on arrive à faire un bonhomme. Et donc, en fait, j'aime bien cette idée que, effectivement, un dessin, c'est pas compliqué, c'est juste une ligne qu'on laisse s'exprimer et qu'on habille un tout petit peu pour lui donner de la signification. Voilà. Super. Alors, normalement, c'était un gif, on a un petit sujet, mais normalement, ça clignote. Hein, c'est un petit gif. Voilà. Bien, écoutez, il est 13h46, donc il va vraiment être temps pour nous de rendre l'antenne. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Un immense merci à notre invité du jour, Florent Mourins. Merci à Alice et Laurent pour la co-animation et à Teddy, notre super timekeeper. Je crois qu'on se retrouve donc le mardi 10 novembre à la même heure, ici même, avec des surprises. Voilà, merci au revoir, à tous. à bientôt. Au revoir, à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir, au revoir.